Nous sommes le 10 octobre 2025, peuple d'Afrique, et surtout auditeurs et téléspectateurs de Gandhi Malian TV et surtout d'African TV qui est d'ailleurs une filiale de Gandhi Malian TV. Bienvenue une fois de plus, ravi de vous retrouver. Ça faisait déjà quelques jours, voire un certain temps. Nous étions en déplacement, notamment au Venezuela. Mais avec vos bénédictions, nous avons fait un très bon voyage et un bon aller-retour. Ceci étant, actualité oblige. Nous sommes venus coïncider avec une certaine problématique qui a été orchestrée de toutes pièces, un levier géopolitique entretenu par certaines puissances étrangères. Il s'agit de vouloir créer une pénurie de carburant au niveau du Mali pour espérer aboutir, parvenir à un certain résultat désastre, néfaste contre le peuple malien. Mais cela a été échoué grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali. Pour décrypter, comprendre les enjeux, pourquoi cette crise provoquée artificiellement et comment est-ce les forces de défense du Mali sont parvenus à circonscrire rapidement les problèmes. Nous avons invité 3 experts maison ici qui ne sont plus à présenter. À ma droite, Dr Mamadou Silla Traoré. Et à ma gauche, vous avez l'expérimenté Monoko Toali, un journaliste qui n'est plus à présenter. Et ensuite, les doyens, les très expérimentés, l'inspecteur de la douane à la retraite. Ensemble, nous allons essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette histoire. Mais ils ont un temps pour vous donner d'abord bonjour. Docteur Mamadou Silla Traoré. Bonjour, monsieur Diawara. Bonjour, le général. Il est devenu l'ami de Maduro. Maduro, oui, parce que Hugo Chavez n'est plus. Ah oui, oui. Mais c'est bien, j'ai vu tout ce que tu faisais là-bas au Venezuela. Et les photos et tout ça, là, vraiment, était édifiant. En tout cas, encore le meilleur est à venir. Et grâce à Gandhi Malian Télé, grâce à tout ce qu'on fait, grâce à Internet, là, les gens sont en train de comprendre ce qui se passe ailleurs. Oui. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait un certain monopole sur les médias. Tout ce qui se passait, c'était la vérité de tout ce qui détenait ça. Maintenant, c'est pas ça. C'est vraiment salutaire maintenant que les peuples se côtoient. Échangent, essayer de partager des expériences, en tout cas dans la gestion de leurs pays différents, dans la gestion des problèmes et trouver ensemble une solution, c'est formidable. Je profite d'ailleurs de Gandhi Télé et d'African TV pour saluer tous les téléspectateurs, pour saluer tous les panafricains, et pour tous qui comprennent notre combat. Et c'est un combat de longue haleine, on va en venir. C'est difficile, mais au bout de l'effort, nous gagnerons, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Dr Mamadou Silla Traoré. Monoko Toali. Oui, bonjour donc aux frères et amis Silla, oui. Et tous mes respects au doyen qui a toujours accepté de donner ses expertises qui nous aident immensement. Et je suis content que mon frère soit revenu, mais d'ailleurs content qu'il nous ait représentés hors de notre continent. Cela veut dire que la jeunesse africaine a encore un potentiel sur lequel il faut compter. Bravo et merci à toi, frère. Et pour nos auditeurs, téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les plateformes, je ne peux que leur dire merci de toujours rester fidèles à nos canaux de diffusion. Je ne peux pas aussi entamer cette émission sans dire grand merci, bravo à nos techniciens qui nous aident à enrichir cette émission, à planifier tout. Alors, merci à la régie. Merci beaucoup. Doyen. Bienvenue, Issa. Mon bonjour à tous mes co-débatteurs. Mes encouragements aux techniciens de Gandhi TV et surtout Africain TV ceux qui font le travail pour le mettre en ligne. Bonjour aussi, je n'oublie pas, Fatou Doucouré. Ah, ok. Voilà, qui à ton absence, elle a été pratiquement seule à animer le commentaire de l'émission et avec vivacité et avec esprit d'à propos. C'est ce qui me plaît beaucoup chez elle. Merci à Fatou Doucouré alors.
Sans plus tarder, droit d'un s'oblige. C'est presque maintenant coutume ici. Doyen, nous commençons avec vous. Parce que nous, en tout cas, de l'extérieur, on voyait ces images que certains essayaient de propager sur les réseaux sociaux. On voyait des images peut-être des stations-service peut-être remplies de personnes hautes. Ils ont voulu faire croire peut-être à un vent de panique, ou voir même s'ils avaient entretenu quelque chose du genre. Je ne sais pas quelle est l'expression qui serait très appropriée. Vous êtes expert, c'est à vous de nous dire, de nous trouver une expression un peu beaucoup plus juste. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là, doyen? Bon. Pas le pourquoi, mais surtout le comment. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là? Comment on en est arrivé là? Parce que les terroristes ont changé le fusil d'épaule. Ok. Ils menaient une lutte, ils avaient une ligne d'action pour mener leur lutte. Aujourd'hui, face à la riposte de l'armée, ils ont été obligés de changer leur fusil d'épaule en s'attaquant aux unités industrielles et en élargissant aux citernes qui venaient. Donc, on s'attaque à la partie vitale du pays, empêcher peut-être l'approvisionnement. Ce qui était un peu, c'est pas l'effet de leur truc a été amplifié parce que les gens ne s'y attendaient pas. Bien que ça s'est profilé un peu à l'intérieur, mais ils n'ont jamais pensé que Bamako pouvait être atteint à ce point par la pénurie de carburant. En fait, ce qui fait dire à beaucoup que les Maliens, les biens de pétroliers ont surenchéri pour pouvoir se faire une marge bénéficiaire beaucoup plus large. Et peut-être en stockant et en thésaurisant le carburant, en refusant de le distribuer. Sinon, en temps normal, il y a un stock de carburant de 3 mois qui est stocké, qui peut permettre de fonctionner. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ok. Je suis incapable de le dire, mais normalement, les dépôts de carburant doivent avoir un approvisionnement pour 3 mois. Et à Bamako, on n'aurait pas dû être en face d'un tel problème. C'est la soudaineté de l'interruption qui a fait que peut-être les gens se sont emballés. Mais les chiffres dont on n'a pas les chiffres exacts, mais selon plusieurs estimations, il n'y a pas 10 citernes quand même qui ont été incendiées, voire c'est-à-dire attaquées, mais c'est seulement 10 citernes peuvent provoquer une telle pénurie. Bon, c'est un effet boomerang. Okay. Une fois que ça commence, l'esprit fait le reste. Et surtout, il y a une communication qui accompagne ça. Ah. Et cette communication a fait beaucoup de mal, comme tu l'as vu, les images de l'extérieur, des grappes de véhicules, des lignes de véhicules à n'en pas finir qui stationnent. Déjà, cette image fait effet sur les gens. On se dit partout, ça n'ira pas. Mais est-ce qu'à l'intérieur, c'était autant qu'à Bamako? Non. À Bamako, je crois qu'on a été surpris par la soudaineté. Voilà. On a été surpris. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, je vais commencer par saluer toujours ce grand peuple résilient. Voilà. Il faut saluer tous les Maliens. On en parlera peut-être par rapport aux difficultés, aux causes, mais la réalité est que les Maliens aiment leur pays. Il faut saluer cela. C'est très important parce que j'ai vu des gens qui ont accepté de s'arrêter dans des stations qui ne leur donnaient pas, mais ils sont restés toute une journée. D'autres ont même accepté de faire à pied pour aller au travail. Et tout ça dans l'esprit de dire on soutient notre pays, on soutient notre nation. La question, parce que généralement les gens confondent beaucoup de choses. Quand l'esprit du pays est attaqué, tout citoyen se donne. Il donne le meilleur de lui-même. Qu'on soit pour ou contre ceux qui dirigent, lorsqu'il s'agit du Mali, parce que c'est tout le pays qui était menacé. Donc l'esprit Mali a prédominé. Et c'est là qu'il faut encore une fois de plus saluer le courage de ce grand peuple qui a été encore résilient, qui a prouvé, parce que vous l'avez dit dans l'introduction, beaucoup peut-être penseraient à un débordement. Ou le fait que 2 jours consécutifs, on n'a pas eu de carburant, les gens pensaient que ça allait amener un débordement, de cafouillage ou de certains propos ou même certaines manifs. Mais j'ai vu ça, je peux me tromper de constat,
mais un peuple qui est resté calme, qui a accepté de prendre son mal en patience et qui a pensé que les autorités répondraient et effectivement, la réponse est venue. Voilà. Docteur? Les prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Et moi, ma manière de comprendre est différente de leur. Parce que c'est quoi? Et ça me fait revenir un peu en arrière de quelques années. Et si les uns et les autres se rappellent du coup d'État du général Amadou Aya Sanogo. 2012. 2012. 22 mars 2012. Exactement. C'est pour dire que les colons, les ennemis jurés ont leur logiciel en place et ce n'est pas leur premier coup. C'est une deuxième fois que le même problème l'a surgi. Je me rappelle comme si c'était hier. Au lendemain du coup d'État, et comme ils ne savaient pas si le général était avec eux ou contre eux, ils ont commencé à saboter. Quel général? Le général Amadou Ayassa. Ah, ok. Ils ont commencé à saboter les choses. Et moi, je me rappelle comme si c'était hier les mêmes images. Je partais dans le quartier Golf saluer, comment s'appelle, un parent. Ok. Il y a une station Total qui était là-bas. Il y avait 2 Européens et quelques jeunes Africains qui étaient habillés en t-shirt blanc. Ils avaient des bidons de 20 litres sous la main. Et ces 2 blancs-là, ils avaient leur caméraman, ils filmaient. Je me suis arrêté pour prendre du carburant. Ils ont dit qu'il n'y a pas de carburant. Je dis, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Hier soir, en passant ici, j'ai pris le carburant. Ce matin, je vais en prendre et dire qu'ils n'ont pas de carburant. Et moi, à ma grande surprise, le même jour, à 18h sur France 24, ils ont montré cette image-là que le carburant commence à manquer à Bamako. Que tout commence à manquer. Ils ont même interviewé un gars de EDM qui dit que si on ne fait pas quelque chose d'ici 2 ou 3 jours, il n'y aura plus de courant. Parce que l'approvisionnement en carburant des centrales thermiques là n'est plus assuré. Donc, automatiquement, moi, j'ai fait la parallèle entre ce qui s'est passé il y a quelques années et cet événement-là. Parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, bon, excusez-moi du terme, s'il est un peu fort, mais on a quand même une tête bien faite pour comprendre certaines choses. Le douanier vient de le dire. Un pays, un État, ce n'est pas, je ne sais pas, un jeu de hasard ou bien, voilà, ce n'est pas du dessin animé, quoi. Il y a les provisions de sécurité qu'on réserve, il y a des réserves de sécurité, que ce soit carburant, les denrées de première nécessité, tout, on peut se projeter sur 3 mois. Mais d'un coup seulement, on vient nous dire, voilà, il n'y a pas d'essence. 10 camions citernes tout au plus. Tout à fait. Non, 6 camions. 6. Ok, merci. 6 camions. Et puis, ce qui sait, si tout cela fait partie de leur plan machiavélique, on va en venir. Parce que c'est tout un plan. Hein. On va en venir et voilà, lors du débat, et on en débattra. En tout cas, moi, à mon avis, il faut faire extrêmement attention. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mounougo Toualé, j'y reviens vers vous. Il a dit quelque chose. Hein. D'ailleurs, il y a un jeune de Kati qui m'avait rapporté la même chose. Qu'au niveau d'une des stations-service à Kati, ils auraient aperçu quelqu'un, que les jeunes ont aperçu quelqu'un qui ressemblerait un peu à quelqu'un de l'autre côté de l'autre rive de la Méditerranée. Comprenez ce que je suis en train de dire, on est sur les réseaux sociaux. Et que les jeunes ont voulu tout de suite charger ces messieurs qui essaient de prendre des images. Là, ça me fait penser à cela. Maintenant, Mounougo Toualé, je reviens vers vous pour dire si réellement il y avait eu cette crise de carburant ou bien pénurie de carburant sur le moyen terme ou bien sur le long terme, à qui ça profite? Oui, mais c'est justement la question de fond que tout le monde doit se poser. Qui a provoqué cela dans un premier temps? C'est ça l'équation fondamentale. Et l'objectif recherché pour ceux qui sont à la base, parce qu'on a commencé à incendier, même si ce n'est pas 1 ou 2 du côté de Caille, on arrive sur la route de Sikasso, on critique et on dit tout. Personne ne peut nier l'existence de la crise. Mais l'usage qu'on fait de cette crise
Et la forme d'interprétation qui sont nées de la crise, c'est ces formes d'interprétation-là qu'il faut apprécier. Évidemment, ceux qui sont à la base, on a parlé de, on sait que la crise est déjà là, il y a Amadou Koumfa qui emmerde tout le monde, qui fait du tort à tout le monde, qui tue des gens. On n'a pas encore réglé sa situation, on va en parler aujourd'hui dans le débat vers la fin, ou peut-être dans les choses. Il y a Dagali qui est toujours là. Il y a un monsieur qui s'est déclaré la dernière fois, un certain Diarra, ou comment on l'appelle là, Bina Diarra, qui s'est aussi déclaré et qui se tape la poitrine. Mais lui, il est de la tendance de Koufa. Voilà, il se tape la poitrine avec fierté pour dire qu'il va tout brûler, ils vont mettre un blocus et ceci, cela. Et ils font ça pour qui? Pour qui est-ce qu'ils opèrent? Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Qui les arme? Qui les arme, qui leur donne les moyens de déplacement, qui leur donne les moyens de communication, qui fait que comment un État peut être en pénurie et ils peuvent bouger? C'est quand même c'est pas compréhensible. Et comment se sont tous du coup répartis sur presque dans les zones stratégiques du pays. Au niveau, on savait que le Nord a été toujours menacé, tout le monde le sait. Quand on prend la zone de Mopti, tout le monde sait que la crise a beaucoup affecté Mopti, personne ne peut nier, mais qui pouvait imaginer que Kaye, on peut en parler? Qui pouvait imaginer que Sikasso, on peut en parler? Donc, il y a une inquiétude quelque part. Et comment sont-ils arrivés à se répartir d'un coup dans ces zones qui sont quand même très sensibles, parce que quand on parle de Sikasso, c'est la zone de l'agriculture, c'est la zone de production. On ne peut pas parler de Bamako sans Sikasso, ça n'existe pas. Même je crois qu'il y a un marché qu'on appelle un gare Sikasso. Sikasso placé. Sikasso placé. Oui. Parce que Sikasso, c'est quand même, toutes mes excuses, je ne peux pas, je suis peut-être pas bien placé pour dire, mais je pourrais dire c'est le poumon du Mali. Oui. En termes d'approvisionnement, en termes de nourriture, en termes de survie, c'est Sikasso. Alors, cibler Sikasso, c'est vouloir effectivement asphyxier le pays. Cibler Kaye, quand on sait que Kaye, avec le Sénégal, on terrorise là-bas, c'est pour asphyxier également tout le pays. Et c'est la région minière. Bien, merci, la région minière. Alors, qui sont ceux qui sont derrière ces délinquants, ces voyous, ces criminels, sans foi ni loi? C'est comme ça que je les appelle, toutes mes excuses, mais on est sur le plateau. Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ils n'ont ni foi ni loi. Alors, ça profite à qui? Et pourquoi cela? Moi, je ne vois pas la crise, la fermeture des choses. Non, ça, c'est les conséquences. Tout le monde sait que quand la piscose est là, même ceux de bonne volonté peuvent avoir peur. Ça, c'est une question de piscose qu'ils ont créée. Mais pourquoi la piscose est venue? Qui a été la base de la piscose? Parce qu'on a vu, plus on diffuse les images des citernes brûlées, même si on sait que c'est pour les compatriotes, c'est qu'on compatit à leur douleur. On peut vraiment, personne ne peut applaudir quelqu'un qui a perdu ses équipements, ses camions, personne ne peut applaudir. Mais de là, en faire une logique communicationnelle, les diffuser partout pour dire que non, ils avaient dit qu'ils devaient sécuriser le pays, ils n'ont pas pu, ceci arrive. Bon, c'est comme s'il y a un non-dit. Et que celui pouvait donc aider à ce qu'on aboutisse à un soulèvement. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Et donc, puisque le peuple a été résilient, la population a compris qu'on souffre, oui, mais on ne peut pas aussi aller au pays. En fait, c'est cette dimension qui m'intéresse et c'est pourquoi j'ai commencé par saluer la résilience du peuple. On peut souffrir, on a des mots, mais on ne peut pas non plus cautionner le pays. Parce que c'est le pays, c'est très dramatique pour le pays. Donc, il faut aller. Et c'est là, peut-être la question viendra, la promptitude des autorités à faire en sorte que les camions rentrent avant les 72 heures. En 72 heures, tous les camions, les citernes sont rentrés à Bamako. Oui. En 72 heures. Et c'est extraordinaire. Et sur la sécurisation, avec la sécurisation, les gens sont rentrés. Le lendemain, 2 jours de pénurie, le lendemain, tout le monde est servi, même s'il y a des mauvaises foi, des gens qui, de mon point de vue, devraient avoir du carburant dans leur fond, c'est ce que le doyen a dit, qui ont voulu jouer au jeu de l'inexistence du carburant. Mais si, effectivement, il y avait une commission, de mon point de vue, je peux me tromper, je ne dis pas que certains ne devraient pas avoir la pénurie, je ne dis pas. Mais si on faisait une enquête pour contrôler les stations une à une, on trouverait certaines stations où le carburant existerait et que les gens refuseraient de le vendre. Et si on refuse de le vendre, alors que ça existe, on peut donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ceux qui terrorisent avec les armes sur le terrain et peut-être
Ce qui terrorise avec le carburant. Oui, mais il y a ce côté-là qui, de mon point de vue, je peux me tromper d'analyse, ça, mais je donne ce que je pense. Oui. J'ai comme l'impression que ces criminels ont infecté le monde économique, le système économique, comme s'ils avaient leurs hommes dans le monde des affaires et qu'à un moment donné, avec leur action sur le terrain, cela devait verrouiller, c'est-à-dire fermer les robinets pour jouer à un jeu d'étouffement. Je ne dis pas que le mal n'existe pas. Je ne dis pas que le pays ne souffre pas. Mais la spontanéité des 2 jours, pénaliser un pays en 2 jours, pour moi, c'est gravissime. Bamako ne s'y attendait pas. Bamako ne s'y attendait pas. Et si Bamako s'y attendait, c'était peut-être pas pour 2 jours. Ça, c'est mon point de vue. Parce que le Bamako pouvait dire, on a des réserves, quel que soit Alpha, on peut tenir un peu. Le Nord, on peut peut-être comprendre que bon, les citernes ne sont pas allées il y a peut-être 1 mois, 2 mois, mais on ne peut pas dire que malgré les choses qui ont été brûlées, il n'y avait pas d'entrée à Bamako, tant au niveau du Sénégal, tant au niveau d'Abidjan. Alors, je suis un peu dérangé. Parce que quoi qu'on dise, en tant que panafricain, c'est un pays africain qui pleure. Parce que moi, je ne suis pas trop dans les logiques de la politique politicienne, mais c'est le peuple africain que je vois. La douleur du peuple africain, tout bon africain doit le ressentir au même titre. Maintenant, est-ce que ceux qui gèrent ont bien géré, n'ont pas bien géré? Ça, c'est un autre débat. Moi, je ne rentrerai pas dans ça. Ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, pourquoi ceux-là terrorisent le peuple? Chaque jour que Dieu fait, c'est qu'ils mettent à mal l'armée malienne, parce que sans l'armée, nous, on ne peut pas rester ici. Si on parle aujourd'hui, c'est parce que l'armée existe. Oui. Donc, personne ne peut dire, quand même dire que j'aime l'armée. Pour moi, c'est un mauvais sens parce qu'on a une obligation. C'est comme un enfant qui dit j'aime ma maman ou j'aime mon papa. Et ça, on a besoin de dire ça. On doit l'aimer. Ça, c'est ma conception. On doit aimer l'armée parce qu'elle est dans une logique régalienne. Et cette logique régalienne, quiconque ne la comprend pas, et même contre lui, elle-même, la personne qui ne comprend pas est contre elle-même. Parce que sans l'armée, on ne peut rien. Et donc, on ne peut pas, donc, au nom des choses, comme on appelle ça, des raisonnements de la lecture de la politique politicienne, parce que peut-être on peut critiquer le pouvoir ou on peut l'applaudir, il faut donc faire du tort à l'armée. Moi, je crois que cette conception, il faut sortir de là. Il faut vraiment sortir de là. Donc, je reviens pour dire que je suis aujourd'hui dans une logique pour dire, est-ce que on peut répondre à ces 2 questions? Soit Bina, Koumfa et Yadgali, on pose clairement leurs problèmes, les balayer une fois pour toutes. Et s'il ne peut pas, s'il faut discuter avec eux, mais il faut quand même une solution tranchée. Je pense qu'on va arriver au niveau Le peuple saigne, il y a trop de conséquences. On va arriver au niveau des propositions de solutions. Ok, merci. Doyen, nous revenons vers vous. Il s'agit en tout cas d'attaquer les camions citernes qui appartiennent à des civils, qui sont conduits par des civils. Vous qui êtes expert ici, quand il s'agit des droits, vous êtes notre expert. Il s'agit quand même de crimes contre l'humanité. Et voir certains médias, se disant des pays démocratiques, faire la promotion des crimes contre l'humanité, médiatiser un crime contre l'humanité, ça laisse à désirer. Doyen, selon vous, ça profite réellement à qui? Je l'avais dit tantôt. Oui. En fait, c'est un système d'abord une communication. OK. S'attaquer aux usines, s'attaquer aux camions, aux citernes de carburant, c'est une communication. Parce que c'est le propre de la débandade des réseaux terroristes. Et autrefois, ils avaient un sanctuaire. Gao, entre Kidal, ils avaient des sanctuaires. Et puis, c'était des postes de sécurité qu'ils attaquaient. Aujourd'hui, ils n'ont plus ces sanctuaires. Donc, ils changent le fusil d'épaule, ils changent la forme de s'attaquer au pays. Mais ils ont choisi des choses qui ne peuvent pas aller loin. Quand il s'agit des usines, ce qui est sûr, on s'attaque à une usine, 2 usines, on prendra les dispositions pour garder les usines. Quand ils s'attaquent aux citernes, les citernes, par définition, viennent de l'extérieur. Donc, c'est des routes internationales. Des routes internationales qui est bordée de villes, de beaucoup de villes. Et les distances entre les villes ou les villages sont moindres. Et
si on doit s'attaquer, il y a un point précis auquel on doit s'attaquer. C'est-à-dire, on ne peut pas retrouver un camion, une citerne en pleine brousse. Elle est forcément sur une nationale ou une route internationale. Or, si elle est sur une route internationale, venir s'attaquer, c'est sur cette route-là qu'on peut les attaquer. On n'a aucune chance de les retrouver en dehors de cette route. Ce qui veut dire que on peut prendre des dispositions pour surveiller les tronçons. Et c'est ce qui a été fait quand ils ont pris 300 camions ou plus de 400 camions qui sont rentrés d'un seul coup, avec une sécurisation maximum, ils n'ont rien pu faire. Donc c'est la limite de leur combat. C'est des choses qui réussissent un coup, mais ils disparaissent, ils sont obligés de renouveler une autre stratégie que celle-là. Ou attendre que les gens, parce qu'il va y avoir un moment donné où il faut absolument sécuriser totalement les routes. Ça, c'est une première chose. Un premier objectif. Le second objectif, c'est qu'ils sont acculés, eux-mêmes n'ont pas de carburant à l'intérieur. Ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils viennent se regrouper le long des routes nationales ou internationales. Donc, ils sont repérables. C'est le deuxième point. Mais troisième point, pourquoi s'attaquer à ceci? C'est parce qu'en s'attaquant à ces cibles molles, on amène l'armée à se disperser. Les camps sont inattaquables actuellement. Et partout où même les postes réels, où c'est des petits postes qu'on attaque, mais sinon, et même là, les gens commencent à être prudents. Donc, l'essentiel, ils ont fait un coup. Mais le temps de réaction de l'armée ou des autorités, ça prend quand même 1 ou 2 jours. Oui. Et le temps où la population va absorber ce choc et l'amortir et chercher un moyen de résilience, moi, il y a 3 jours, je crois, après les prières, ma petite sœur qui est à 6 km de chez moi m'a appelé parce qu'elle voulait, mais elle me dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour te l'envoyer. Elle me dit, elle ne peut pas conduire la nuit, elle a des problèmes de vision. Moi, j'avais un tout petit restant dans mon réservoir. Je lui ai dit, non, attends, je viens. Elle a crié, parce que souvent, c'est des quartiers qui sont un peu isolés. Elle a crié, elle me dit, non, bon, je vais sortir avec un jeune de chez moi, là-bas, pour te rencontrer. J'ai dit, non, restez. J'étais parti pour faire 6 km aller, 6 km retour. Est-ce qu'on me met du carburant dans mon corps? Non. Ça veut dire que même sans carburant, les gens peuvent commencer à traverser pour aller au service à pied, d'autres à vélo. Il y a beaucoup d'autres moyens, le covoiturage. Exactement. Des gens qui sont du même quartier peuvent s'unir. On va aller avec toi aujourd'hui, demain on va aller avec l'autre pour minimiser les coûts et minimiser la quantité d'essence qu'on est obligé de dépenser. Donc il y a toute une stratégie qui allait commencer à émerger et entre-temps les autorités, vous imaginez, en 2 jours, ils ont pu débloquer la situation. Donc moi je pense que au fond, c'est une communication, mais qui n'ira pas bien loin. Une opération de Une opération de communication parce qu'ils ne peuvent pas continuer ça. Sinon, le long de la route, c'est venir se jeter dans la gueule du loup et se faire massacrer. Tôt ou tard, des drones et des avions qui surveillent le tronçon, ils vont se faire repérer. Ok. Docteur, vous ajoutez quelque chose? À qui ça profite tout? Parce qu'il s'agit des crimes quand même. Oui, c'est des crimes. Parce qu'en temps de guerre, s'attaquer aux civils. Ça dépasse tout entendement, quoi. Et puis que les médias de certains pays. Certains pays, ils ont le toupet de montrer ce qui se passe chez nous. Il s'agit de crimes quand même. Il s'agit de crimes, mais il y a des choses qui se sont passées chez eux aussi, qu'on a brûlé, mais ils ne l'ont pas montré. Les gouvernements de 14 heures, si vous voulez dire ça? Non, il n'y a pas longtemps de cela, les bruits en France, ils ne l'ont pas montré. Et pourtant, ils ont brûlé. Ah oui, ils ont tout cassé là-bas. Ils ont cassé en France des milliers de voitures, mais ils ne l'ont pas montré. Mais seulement à 6 citernes
C'est dit, quoi, c'est inédit. Ouais, c'est vrai. Chez eux, ils ont retourné beaucoup de véhicules, les faits. Exactement, mais on ne montre pas ça. BFM Télé, ils ne montrent pas ça. Et ils ont même fait une émission spéciale sur ce qui s'est passé au Mali, les pénuries de carburant, où les hiboux de malheur sortaient. J'ai le nom par ici, les Béninois maliens et tout ça, comment ils s'appellent? Vous ressemblez un peu. Non. Je ne ressemble pas au diable, quoi. Lui, c'est Lucifer en personne. Okay. Et sa place est réservée en enfer. Parce que quand quelqu'un vit du mensonge, vit de la transformation de la vérité, et c'est ça sa vie, il n'a pas de dignité en parenthèse, quoi. On ne peut pas avoir un boulot. Des journalistes, il y a de très bons journalistes. Excuse-moi, mais je crois que pour ma part, il a choisi la poubelle de l'histoire. Exactement. Exactement. Et il résidera dans les tréfonds de cette poubelle-là. Mais vous savez, depuis, je ne vais pas vous couper, mais depuis la pénétration coloniale n'a été possible que certains, parce que certains Africains se sont vendus aux colons. Et c'est le même logiciel qui continue. Il y a encore des Africains qui travaillent pour les colons contre l'Afrique. Exactement, c'est le même système qu'ils ont voulu vraiment faire. C'est pas les colons, ils tirent la ficelle depuis l'autre côté, mais parmi nous-mêmes, il y a beaucoup de mauvais Maliens qui sont dans cette histoire, impliqués jusqu'au bout. Donc, c'est une guerre, et dans la guerre, la communication, on a eu à le dire moult fois ici, la communication est extrêmement importante. Et comment dirais-je là, ce qu'ils ont fait pour la pénurie du carburant, leur communication avait commencé à prendre certains esprits mal faits. Et là, il faut faire extrêmement attention. La communication a tellement de force que quand un message part, ça te vient, toi qui reçois le message, c'est à toi de faire vraiment une analyse simple et de savoir, de prendre ce qui est bien là-dedans et ce qui n'est pas bien. Et moi, j'ai été désagréablement surpris par l'attitude de certains. Ils m'ont même appelé. Voyez-vous, les grands panafricains, voilà, le pays est comme ça, il n'y a pas de courant. Maintenant, ce sont les carburants. Comment on va faire pour aller au boulot? Temporiser les choses. Comment ça s'appelle comme on dit en Bamana, qu'on fait le berger. Le conducteur du troupeau peut ne pas avoir raison sur une petite chose, mais ça ne veut pas dire qu'on explose totalement le pâturage, quoi. Oui. Et voilà. C'est une escarmouche, moi, parce que c'est les esprits mal faits qui comprennent. C'est ça mon inquiétude. Il faudrait vraiment prendre ça en compte. Nous sommes en guerre et dans la guerre, tous les coups sont permis. Oui. Tous les coups sont permis. C'est pour cela que j'ai... Entre guillemets. Entre guillemets, oui. Voilà. On dit même... Oui, on dit même dans les conventions des Nations Unies, les guerres, ceci, il faut... voilà, il faut protéger les civils. On n'est pas en train de massacrer les civils à Gaza et tout ça. Les textes sont faits, mais leur application, ça c'est autre chose. Mais ce que moi j'ai dit personnellement, j'ai dit sur ce plateau-là, à plusieurs reprises, faisons excessivement attention. Nous sommes dans une guerre, tout ce qu'on peut utiliser pour nous protéger, en tout cas du point de vue communication, du point de vue action, et il ne faut jamais être dans la réaction, quoi, dans ces choses-là, c'est ce qui n'est pas bien. Adoptons-nous aussi une politique de communication pour pouvoir vraiment rassurer la population. Je ne sais pas si sur la télé malienne, si les gens sont sortis, un membre du gouvernement ou une grande notabilité qui est sorti pour rassurer les gens. Je n'ai pas vu, à ma connaissance. Et là, c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Donc, ne donnons pas le temps à l'ennemi de briller par ces genres de communication, de mensonges et de nous atteindre. Parce que leurs objectifs premiers, c'était ça. Pénurie de carburant, problème de courant, soulèvement populaire, et voilà. C'est une vraie bouillabaisse, quoi.
beaucoup d'ingrédients et voilà, on met seulement le petit feu et tout s'éclate. Non. Et il ne peut plus aller comme ça. Oui. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont compris. Oui. Ils ne sont pas dans leurs histoires des années 80 ou avant 90. On a tout compris maintenant. Et beaucoup de Maliens ont compris, leur résilience est à saluer. Leur résilience est à saluer. C'est en ce moment difficile qu'on connaît les vrais patriotes. Oui. Moi, je descendais de l'hôpital du Congé l'autre jour, le jour des pénuries, j'avais de l'essence dans ma voiture. Il y avait déjà un attroupement monstrueux. J'ai fait monter, en plus de moi-même, 6 personnes dans ma voiture. Pour les déposer, j'ai été amené quelques jusqu'à Sémédingo. Et pourtant, moi-même, j'habite à Calabancroix. C'est des œuvres comme ça qui sont salutaires. Le doyen l'a dit. Covoiturage, la main dans la difficulté, et on va s'en sortir. C'est l'ADN du peuple malien. Exactement, exactement. Ok. Vous avez fini? C'est bon? Et j'ai une question spécifique pour vous, avant de répondre. Vous qui êtes vraiment un journaliste, est-ce ces actions tentées par les terreaux et leurs sponsors étatiques étrangers, est-ce que ça ne serait pas une contre-communication pour eux? Parce que jusque-là, ils parvenaient à recruter souvent localement en mettant en avant des questions religieuses. Vous savez, les Africains sont souvent plus religieux que même certains prophètes. Ils se voient tellement religieux, je ne sais pas comment expliquer cette histoire. Mais là, ils parvenaient à recruter juste là, mettant en avant des questions religieuses, ils sont des djihadistes, ils sont ceci, mais en les voyant s'attaquer dorénavant à des camions-citernes. Or, si nous savons que à la Mecque, par exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un pays qui produit énormément de pétrole. L'Iran produit énormément de pétrole. Le Qatar produit du pétrole. L'Irak produit du pétrole. Donc, les pays arabo-musulmans sont les plus gros producteurs, en tout cas, du pétrole. Donc, voir que ceux qui se revendiquent, en tout cas, d'être leur co-religieux, se mettre à s'attaquer ici à des convois de pétrole, c'est une incohérence totale. Est-ce que cette communication ne va pas retourner contre le groupe terroriste? J'ai besoin de votre avis là-dessus. Oui, mais moi, dans un premier temps, un groupe terroriste, par définition, n'est pas à soutenir. Il faut d'abord que ça soit précisé à ce niveau-là, parce que l'interprétation, la confusion le fait. Un terroriste est un criminel. Et une conscience ne peut pas soutenir un criminel. Oui. Il faut avoir le courage de le dire. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, le fait que ces criminels sont sortis du cadre qui était le leur, c'est-à-dire s'attaquer aux camps militaires, comme l'avait dit le doyen, c'est-à-dire les zones où l'armée était. Aujourd'hui, compte tenu de la riposte, s'attaquer maintenant aux civils directement. La stratégie, en fait, pour moi, pour dire est-ce que la communication, mais moi, je vois plutôt leur défaite. C'est-à-dire, en fait, ça c'est mon schéma, je peux me tromper. Okay. Parce que c'est comme si hier, ils avaient des bases, ils se revendiquaient de tel endroit, de tel endroit. Aujourd'hui, ils sont éparpillés. Cela suppose que dans la dynamique des autorités militaires, je ne suis pas trop du domaine, je ne peux pas en parler, mais c'est un constat de l'homme des médias, c'est justement parce que là où ils s'attroupaient n'existait plus. Peut-être pour moi, hein, les bombardements, l'armée cible, parce que l'armée, elle est beaucoup plus professionnelle que le comportement d'un terroriste. Oui. Donc l'armée ne peut pas tirer comme ça dans le désordre. Elle sait qu'ils sont là, il faut cafouiller. Donc ils ne sont plus dans leur zone. Ça, je peux me tromper. C'est-à-dire dans les zones où ils étaient avant et qu'ils se gonflaient. Aujourd'hui, ils ne sont plus des sages. Comment on peut imaginer que les gens de Koufa se retrouvent à Sikasso? Ils vont fabriquer quelle base là-bas? Donc, est-ce que ce n'est pas la débandante? Est-ce qu'ils ils sont plus maintenant dans une logique de ce qu'on appelle les axes suicidaires? Parce qu'ils n'ont plus autre forme, ils vont se suicider. Quand je dis ils vont se suicider, pourquoi? Parce qu'en sortant de leur base, eux-mêmes, ils se coupent. De leur tanière. De leur tanière. Et l'approvisionnement en carburant ou en autre, à leur niveau, va venir comment? Parce que tout le monde savait que quand ils sont au nord, on a peut-être dit non, c'est leur sanctuaire, ils peuvent rester là-bas. Et puis peut-être avec d'autres pays frontaliers qui les aident ou bien par d'autres moyens, ils pouvaient. Mais les terroristes à Caille, je ne peux pas imaginer que ça puisse persévérer. Je ne crois pas. Ils peuvent faire des incursions. Ils peuvent détruire. Mais ça va retourner contre eux. Parce qu'à long terme, ils n'auront pas, ils seront coupés. Donc, ils seront isolés, c'est-à-dire cloisonnés, émiettés. Et ça va, je vois plus
de cette logique, je vois plutôt la fin. Moi, c'est la fin, je vois. Parce qu'ils sont forts quand ils sont dans une base. Et en termes de rapport de force, il faut négocier avec eux. Mais éparpillé, Bina ou quoi, je ne sais pas, je reviens encore sur ce nom bizarre là. Mais lui n'est qu'un porte-parole. Justement, mais il n'est qu'un porte-parole, mais si ce porte-parole n'a pas existé, il existe quand même. Je pense qu'il y a lieu d'avoir le courage de dire ceux qui sont du pays, ils ont tort, 1000 fois tort, de faire du tort à leur propre pays. Ça, c'est le premier principe qu'il faut avoir le courage de leur dire. Parce qu'on ne peut pas être fils du pays et prendre des... C'est vrai, les rébellions peuvent venir dans un pays, mais il faut à un moment donné, les rébellions doivent cesser et participer à la construction de la nation. On ne peut pas se taper la poitrine quand on prend des armes contre son propre pays. Je ne l'ai jamais souhaité, ni pour moi, ni chez moi, ni pour quelqu'un d'autre. Quiconque prend arme contre son pays, pour moi, a cessé de raisonner. Il a perdu toute la totalité de sa raison. Ça, c'est un premier facteur. Ceux qui sont endeuillés, les victimes, au niveau des citernes, ceux qui viennent, mais il y a quand même des fils de ce pays qui ont malheureusement perdu leur vie. Ceux à qui ils ont causé des préjudices, c'est aussi malheureusement les fils du pays à qui ils ont causé des préjudices. Il faut donc penser qu'avec leur attitude actuelle, de mon point de vue, ils vont vers la fin. Si effectivement la stratégie de les combattre selon leur zone de regroupement continue, je pense que peut-être ils vont se retrouver ailleurs, pas forcément ils vont fuir. Peut-être, on va dire, peut-être quelqu'un s'est retrouvé au Togo, il est à Côte d'Ivoire, peut-être, parce que s'ils n'ont plus de lieu, ils vont fuir, hein, et ils vont abandonner. Et moi, je crois plutôt, maintenant, pour revenir à la question communicationnelle, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous posez cette question, et le doyen, et mon ami, et très cher ami, le docteur, il a dit, mais écoutez, nous, en tant que fils d'Afrique, on fait ce que nous pouvons. Mais il appartient aux autorités d'organiser la communication. C'est eux qui peuvent savoir leur stratégie de communication, qui est associé, qui est habilité, qui n'est pas habilité. Et c'est à ceux-là qu'il faut aussi donner les moyens de la communication, parce que la communication ne va jamais sans les moyens, surtout en période de guerre où il y a un conflit de terroristes qui font leur communication pour traumatiser, terroriser la population. Il faut aussi donner les moyens aux communicants. C'est pourquoi ici, toutes mes félicitations, tout le courage que tu as, et tu mènes le combat pour prouver que, au-delà de toute conception, tu es malien, tu ne supportes pas que le Mali tombe. Ça, il faut quand même te le reconnaître. Mais il appartient, on a les ministères de la communication, beaucoup de ministères, chaque ministère doit avoir, même le ministère des Transports, on doit avoir une structure de communication. On parle du transport, c'est-à-dire quand on parle des pétroliers, c'est le transport. Immédiatement, ils devaient réagir, donner aussi une réplique. Pour qu'on sente que dans ce secteur-là, il y a une réaction qui est venue, qui peut amener les gens à temporiser, à comprendre, à être soulagés. Même les transporteurs, les commerçants doivent être aussi soulagés. Est-ce que ça a eu lieu? Au niveau du ministère de la Concurrence et du Commerce, parce que qui parle du pétrole parle aussi du commerce, est-ce que les communicants ont fait aussi ce travail? Est-ce qu'ils ne sont pas restés dans la spectative? Voilà. C'est ça, en fait. Parce que nous, si on a notre dimension panafricaine, tu touches un pays africain, tu nous as trouvé sur ton terrain. Et c'est pourquoi vous avez toujours été témoin de nos réactions vis-à-vis des Occidentaux sur le Mali. On n'a jamais été d'accord. On partage même, on ne cherche même pas à raisonner. On ne cherche même pas à raisonner. C'est un pays africain détruit. C'est l'Afrique qui pleure. Et donc, si en interne, il faut donner les moyens aux communicants, il faut le faire. Personne ne peut croiser les bras pour dire non, l'ennemi, qu'il me tue, qu'il communique contre moi, et que moi aussi, je n'ai pas de réaction. On est aujourd'hui dans une guerre communicationnelle. Et donc, ce que vous avez dit est tout à fait évident, parce qu'on ne peut pas imaginer que les pays producteurs de pétrole puissent être contre eux-mêmes. Alors, qui le fait? Est-ce qu'ils vont, c'est pour le fâcher aussi ces pays producteurs qui le font pour aggraver la situation? Est-ce qu'ils le font? Mais moi, je crois plutôt qu'ils ont voulu s'attaquer, parce qu'on a commencé par les usines, ils ont passé là, les usines, et les mesures devraient être prises, ils s'attaquent maintenant aux civils.
Et surtout, ceux qui sont des transporteurs. Comme le doyen l'a dit, ça ne peut pas prospérer. C'est des trucs éphémères. Ça, c'est mon point de vue. C'est vrai que ça apporte un coup dur à la population, ça apporte un coup dur aux producteurs, ça apporte un coup dur aux commerçants, mais ça ne peut pas durer. À quoi on peut s'attendre maintenant? C'est la vraie question. Oui. Voilà. À quoi on peut s'attendre? C'est la vraie question. Doyen, à quoi on peut s'attendre? Parce que nous posons aussi la même question. Nous disons, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ne retombe plus dans ces mêmes problèmes? Parce que vous l'aviez si bien dit, le problème est déjà connu. Ils ne peuvent pas rester dans ça sur le long terme. Mais si nous avions des propositions peut-être à faire aux autorités, voire à nos populations, qu'est-ce qu'il faut pour que ça ne fonctionne pas une prochaine fois? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Nous pouvons aussi proposer quelques pistes de solutions. Il y a deux problèmes un même problème qui est ressorti dans les deux interventions. Allez-y. Le problème de la communication par le gouvernement. OK. Parfois, sur des crises, ne pas communiquer est aussi une manière de communiquer. Tu te posais la question de savoir si le gouvernement avait communiqué sur ce sujet. Le gouvernement n'a pas communiqué sur le sujet sur ce qui concerne le fait de brûler des citernes. Mais un représentant de l'État est sorti pour donner la solution, apaiser les gens, pour leur dire d'ici quelque temps, on va trouver la solution. Parce que communiquer sur les citernes qui étaient brûlées, c'est amplifier leur communication. Et c'est pour cela que le gouvernement n'a pas fait de communiqué pour dire des camions citernes, on déplore, ont été volés. Non, non, non. Le gouvernement, c'est comme le cas du député qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a été arrêté. Tu n'as jamais vu le gouvernement communiquer dessus? Et d'ailleurs, nous-mêmes également, nous n'avons jamais communiqué dessus. C'est une façon de communiquer aussi. C'est une façon de dégonfler le ballon. Comme une balle de... Parce que l'autre pose l'acte pour te pousser à communiquer. Pour te pousser à réagir. Et donc, ne pas réagir est aussi une façon de communiquer. Et donc, le gouvernement a communiqué, mais sans en parler. Voilà la solution, on va trouver la solution, patienter d'ici 2 jours, 3 jours, on va trouver. Et ils ont trouvé là. Ça, c'est une communication faite par le gouvernement. Mais l'autre communication, c'est justement ne pas communiquer sur le fait qu'on ait brûlé des camions. Donc, c'est pour ça, c'est une façon de ne pas amplifier ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, quant à dire qu'est-ce faire pour que désormais... Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est qu'il faut trouver une solution pérenne qui évite qu'ils reviennent sur ce... Ils seront obligés de chercher une autre solution encore pour faire des coups. Celle-là a été évidée par le gouvernement. Mais il ne faut pas trop... Il faut qu'on trouve le moyen de stocker du carburant pour un approvisionnement en temps de crise qui peut être long. Et donc, permettre à des opérateurs économiques de faire des lieux de stockage pour qu'on puisse avoir du carburant et les garder sérieusement. C'est la seule chose. Et prendre le carburant au plus près de chez nous, avec des routes où on peut sécuriser. Bon, on a parlé à un moment donné. Bamako, frontière Guinée, c'est 123 km. 123 km. Elle n'est pas bonne. C'est tout ça, c'est des problèmes. C'est suicidaire. Bon. De carburant qui vient par Niamey, là aussi, on peut... Vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Kidal, il n'y avait plus de carburant à Kidal, et certains de nos anciens ministres, et même premiers ministres, avaient voulu amplifier cette affaire. On avait dit que ça n'ira pas loin, et ça n'est pas allé loin. D'un coup, on a ravitaillé. Est-ce qu'on entend encore parler de carburant à Gao au-dessus de 1000 francs ou 2000 francs? Non. Donc, c'est le même genre de phénomène, mais qui ne va pas perdurer. Maintenant, pour sécuriser, il faut continuer à sécuriser. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'on avait réellement des stocks suffisants pour le pays pour 3 mois? Si tel n'est pas le cas, il faut augmenter le nombre de dépôts de carburant, permettre aux opérateurs économiques de se constituer et de se regrouper et de faire des dépôts de carburant bien gardés pour éviter désormais une telle situation. Docteur,
proposition? Oui, moi je dirais quoi? Je dirais que face à un problème, alors il faut trouver une solution définitive, ce que le doyen vient de dire. Mais le Malien est expert, on a pris Nobel dans le déplacement des problèmes. Ces mauvais comportements-là, on doit les laisser. Et au lieu de trouver une solution définitive pérenne à un problème, on les déplace. Et le problème viendra encore nous rattraper. C'est comme si le serpent qui se mord la queue. Effectivement, le Malien, on n'est pas bon apprenant de nos leçons. Et ces gens-là, je les répète à l'intention de nos autorités, soyons sur le qui-vive. Et même essayons de penser à d'autres leviers que ces gens peuvent encore utiliser, qui n'est pas le carburant, pour nous nuire. Et essayons d'être dans ce qu'on appelle la prévention. Et il ne faut pas souvent aussi être dans les expectatives comme ça. Même si on est dans les expectatives, ça doit être les expectatives armées. On ne doit pas être souvent aussi dans la réaction. Souvent, coup pour coup, et voilà, le problème est définitivement réglé. Donc, ce que moi je propose, cette situation, elle n'est pas bonne. Ils n'ont pas pu arriver à leur fin. Je ne suis pas le gouvernement, mais ils doivent quand même ouvrir une enquête minutieusement pour pouvoir situer les responsabilités internes. Ça, c'est extrêmement important. Ils sont parmi nous, les verres dans les pommes, on prie ensemble dans les mêmes mosquées, on fait le social ensemble, ce sont nos voisins, ils rient avec nous, mais au fond, tout n'est pas clair, quoi. La source là n'est pas trop limpide. À la surface, l'eau est claire, mais au fond, ils sont plus mauvais que leur maître colonel. Et quand on parvient à régler, à mettre la main sur ça, et je pense que beaucoup d'autres qui vont vouloir emprunter la même voie peuvent avoir peur. En faisant quoi? En sanctionnant et sévèrement. En sanctionnant et sévèrement. Et je dis, comme notre Premier ministre le dit, Maïga, je répète une troisième fois, et la sanction doit être sévère. Très, très sévère. Et c'est comme ça qu'ils pourront vraiment être totalement mis hors d'état de nuire. Il faut terroriser les terroristes. Il faut terroriser les terroristes, c'est la seule solution. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ça. Il faut de sorte que quand on désigne un terroriste pour aller se pointer devant une route, ils disent qu'il ne prendra pas ces risques. Parce que là, il faut mettre tous les moyens. Mologo Toali, nous sommes dans les propositions. Oui, mais les propositions, s'il y a proposition, il faut avoir le courage de dire Bina Bita ou bien Bina, comment là, Bina Diara, oui. Amadou Koumfa et Yad Gari, il faut vraiment régler leurs problèmes une fois pour toutes. Franchement. Franchement, parce que quoi qu'on dise... Mais Yad serait en Algérie, Koumfa serait en Mauritanie. Pardon? D'après nos informations, Yad Gali serait en Algérie, Koumfa en Mauritanie. Tout ce que l'État peut prendre faire, il faut ramener ces fils-là. C'est des Maliens. Parce qu'il faut aussi avoir le courage, en interne, ceux qui sont mauvais, de les dénoncer avec toute l'énergie, avec toute la force. Ça aussi, c'est le caractère panafricain. Qu'un fils du pays qui détruit son pays, on doit avoir le courage de le dénoncer. Ça, c'est mon... Oui, je vais finir. Voilà. Permettez-moi. Oui. Ces gens-là, il y a un mandat d'arrêt contre eux. L'État fait déjà ce qu'il peut. Non, je comprends. Quand je vais dire, c'est pour dire que eux... On ne dit pas tout sur un plateau. Je veux dire qu'il ne peut pas parler de façon très claire. Oui, j'ai compris. Voilà, continuez. Oui, même ça, il y a des choses, ça là, les trucs là, ça, c'est pas ça, je comprends. Mais ce que je veux dire... Oui, on comprend ce que tu veux dire. Voilà, il ne faut pas dire ça. Tout le monde est fatigué, tout le pays pleure, tout le pays saigne. Et ceux qui nous suivent en ce moment comprennent très bien ce que tu veux dire. Donc, et c'est le souhait de tout le monde aussi. Voilà. Donc, bref, merci de m'avoir orienté dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce que je veux dire, qu'on encourage encore les grandes autorités, les plus hautes autorités, à prendre des mesures, tant au niveau de la sécurisation des usines, des transporteurs, des secteurs
économique parce qu'il ne peut pas ne pas attaquer. C'est-à-dire, s'ils veulent faire du tort, parce que l'armée, il ne peut plus, hein, parce que l'armée a quand même compris les petits jeux. Et ça c'est clair. Tu bouges, ils vont te gérer à leur manière. Ça, c'est déjà connu. Donc, ils ne peuvent que faire des choses sporadiques. Et à ce niveau, pour ne pas que ça nous répète, il faut que l'État prenne la responsabilité d'avoir ce qu'on appelle une réserve quantitative des hydrocarbures. Ça existe, je crois. Ça peut même s'étendre sur 12 mois ou même 6 mois le minimum. Voilà. On doit avoir ça. Je crois que c'est OMAP ou bien l'ONAP. Il y a l'ONAP, il y a d'autres dépôts. Voilà. Donc, des dépôts d'essence ou sur la... Voilà, même si on ne cite pas publiquement les noms, oui, mais il faut que cela se fasse, effectivement. Et au niveau des opérateurs économiques, il faut donner la possibilité à certains qui ont des grandes stations pour aussi avoir la possibilité de ce qu'on appelle la création des réserves. Le doyen l'a dit, parce que ce n'est pas compréhensible qu'on ait des grands entrepreneurs et on n'a pas encore eu 3 mois, 4 mois et qu'on nous parle de pénurie pour une question de 2 jours. C'est difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a une complicité interne entre les acteurs terroristes sur le terrain et les vendeurs d'hydrocarbures? Je ne dis pas tout le monde, mais certains. Est-ce que ce lien est là? Comment terminer? Il faut donc aussi répertorier au niveau étatique tous ceux qui sont dans ce secteur. Et on comprenne leurs différents contacts pour ne pas que demain, ils étouffent un matin tout un pays. Alors, une fois de plus, l'occasion de saluer la promptitude des plus hautes autorités. Je reviens là-dessus, parce que les gens ont une confusion de la lecture politicienne et de la gestion politique d'un pays. Moi, je parle de la gestion politique globale d'un pays. Tant que le Mali est équilibré, c'est déjà une bonne chose. On peut ne pas aimer un dirigeant, mais on ne peut pas aussi, au nom du fait qu'on n'aime pas le dirigeant, souhaiter que le Mali soit dans la merde. C'est comme si moi qui suis ici en tant que grand panafricain, votre frère que vous connaissez, j'ai dit non, je n'aime pas le président, mon président Ouattara, je ne l'aime pas. Donc comme je n'aime pas, il faut brûler la Côte d'Ivoire. C'est quelle logique ça? C'est aucune logique. Donc on peut ne pas aimer, mais il faut quand même préserver la nation. Mais cela aussi, l'honnêteté intellectuelle voudrait que quand les autorités ont failli, on le dénonce et on les encourage à corriger. Et s'ils ont réussi, l'honnêteté intellectuelle oblige aussi qu'on leur reconnaisse ce mérite. Moi, c'est ma logique. Je ne suis pas dans une logique de dire c'est bon pour toute la vie ou c'est mauvais pour toute la vie. On a une crise. N'eût été leur vigilance. 3 jours de pénurie, 4 et 1 semaine, ça allait de Bamako allait être autre chose. Ils ont géré. Qu'ils continuent de veiller et de gérer les situations et qu'ils ne puissent pas donner le temps aux terroristes communicants d'avoir raison sur la quiétude de la nation. Parce qu'en fait, moi, c'est la question de la quiétude de la nation, la population qui m'intéresse. Les communicants, tout le monde les connaît. Ceux qui communiquent, qui peuvent faire le tapage autour des actions tristes qui endeuillent le pays, en faire une communication, mais je crois que les réseaux sociaux, chacun est connu. Ceux qui le font pas, on peut peut-être dire une chose par ignorance, et c'est tolérable. C'est comme un homme qui ne maîtrise pas la religion peut commettre une chose qui devrait être péché. On peut dire qu'il est excusable parce qu'il ne savait pas les règles. Mais les gens qui ont leur cervelle en place, qui ont une conscience tranquille et qui applaudissent le malheur qui arrive à leurs concitoyens, moi je pense que c'est gravissime. C'est gravissime. Okay. Donc, il faut arriver à ce que tout le domaine aussi de la communication, encourageons les autorités à ce qu'ils prennent la communication avec tout le sérieux que ça mérite. Et faire en sorte que ça soit de façon bénévole ou volontaire ou structurelle, tous ceux qui contribuent dans ce sens-là, on veille sur eux et qu'on les encourage. Oui, Moloko, oui. Je pense que on prie les bons dieux pour qu'ils soient une oreille attentive à ce qu'on dit. Et ça, c'est extrêmement important. Tout ce qui a été dit ici dans le débat cet après-midi, quelque part, il y a des petites différences, mais on se rejoint. Hein, on se rejoint, on dit à peu près la même chose, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Okay. Je voulais finir par là, pour une fois de plus, on est dans la conclusion, mais je reviens, pas qu'on soit sur le plateau. Il reste une question. Si la question reste,
je voulais Et d'ailleurs, je vais commencer par vous. Voilà, Si donc, vous le permettez. ouais, allez-y. La question, c'est par rapport à une interview accordée par le président, son Excellence Ibrahim Traoré. Il a parlé d'albinos noirs, ce qui a fait même terrifier, comme il le dit si bien, le régime Ouattara. Parce qu'on a vu même un procureur s'est prononcé là-dessus, il interdit d'en parler. J'ai dit, mais si le président du Burkina dit quelque chose, c'est quoi ton problème en Côte d'Ivoire avec ça? Donc, nous avons compris que le monde, c'est-à-dire les Africains qui travaillent pour les impérialistes occidentaux, sont totalement en panique. Ils ont du mal à décoder. Et vous qui êtes aussi imprégné des cultures africaines, à quoi cette expression renvoie concrètement quand il parle d'albinos noirs? Parce que c'est un peu de l'oxymore quand même, un albinos mais qui est noir. Donc vous qui êtes aussi versé dans les cultures africaines, quelle interprétation donner à ça? Oui, en fait, en Afrique, bon, peut-être l'expression albinos noir, sinon un noir foncé dans nos traditions, il est comme, ici, un albinos dit gobelet. Quand il est clair, mais il y a aussi un gobelet foncé, terriblement foncé, ça existe. Comme le fima. Gobelet fima. Et par définition, un gobelet fima. Faites attention, gobelet, il y a Yafouki. Non. Albinos, noir. Albinos au sens aigu du terme. Ok, allons-y. Mais si vous terminez, le docteur va revenir. Peut-être que dans le langage bamanakan, je peux me tromper. Ok. Mais on reste dans la logique pour dire albinos. Parle ça à partir de ta culture de la Côte d'Ivoire. Voilà. Un albinos noir, comment tu vas comprendre? Je suis un dida. Okay. Donc, un albinos, par définition, noir, c'est quelqu'un, par définition, qu'on dit chez nous, que auxquels les sorciers ne peuvent rien. Ça, c'est dans notre tradition. Un albinos vraiment foncé, il est noir, on dit celui-là, il est inattaquable. C'est comme un albinos. Il est invulnérable, quoi. Il est inattaquable. Il est inattaquable sur beaucoup de terrains. Dans la zone obscure, dans la métaphysique, nous pensons qu'un albinos noir, il est inattaquable. Et donc, si cette métaphore, on veut peut-être la ramener à une logique de réalité politique, moi, je crois plutôt que, qu'on le veuille ou non, Abidjan ne peut pas bien respirer. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. On aura peut-être une occasion d'en parler, parce que Abidjan, quand je parle d'Abidjan, je parle du pouvoir, mais je ne parle pas des Ivoiriens, parce qu'il faut cette nuance-là. Parce qu'en communication... Vous parlez du régime Ouattara. Voilà, donc, si on parle d'Abidjan, on parle du pouvoir. Abidjan ne peut pas respirer, parce que Abidjan est devenu Abidjan, historiquement parlant, sur la base d'une rébellion qui a longtemps secoué la Côte d'Ivoire, pour ceux qui le savent. C'est peut-être pas le moment de le dire. Et cette rébellion n'a pas été totalement aliénée, anéantie, et elle a existé, qui s'est muée en ceux qui ont fait la guerre pour descendre le régime Gbagbo. Et cette réalité-là est là. Et les bases, hier, quand on disait Ouattao, ceci, cela, on dit non, il est du côté Mali, il est du côté Burkina. Mais Dieu a fait que le Mali a eu aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas la même lecture qu'Abidjan d'hier. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ouagadougou aussi a une logique qui n'est plus la logique du tam-tam d'Abidjan hier. Et donc, si les choses devraient se passer, Abidjan ne peut plus compter sur Ouaga. Si les choses devraient se passer, Abidjan ne comptera pas sur Bamako. Ça, c'est mon interprétation. Je peux me tromper, mais comme ça, je vois les choses. Et donc, si Abidjan panique par rapport à l'albinos noir, moi, je ne peux même pas aller sur le terrain de est-ce que c'est des trucs à armement ou tout. Non, mais restons en Afrique. Pour moi, c'est la métaphore. C'est une métaphore. Voilà, albinos noir. C'est une métaphore. Alors, comment on peut décrire? Je peux me tromper, hein, je dis bien, je peux me tromper, mais je ne crois pas que Abidjan respire. Ok. Pour être beaucoup plus clair, vous ne croyez pas si Ouattara va tenir sur le long terme. Docteur? Ah ben, je l'ai dit directement. Ça fait quand même. Ouais. Ok, un albinos, c'est quoi scientifiquement?
c'est quelqu'un qui a atteint d'une maladie, l'albinisme. Et c'est une maladie génétique dans laquelle il y a un pigment qui donne la couleur noire à la peau. Et ce pigment-là n'est pas fabriqué. Et les conséquences, c'est que la personne a la peau très, très, très claire. Il est clair comme les Européens, aucune différence. Et voilà. Mais l'albinisme aussi est accompagné de certain nombre de pathologies systémiques. L'albinisme peut être chez beaucoup de choses. Mais l'albinisme en Afrique, au Mali, pratiquement chez nous, il y a deux appellations. Il y a Yefouké, on parle de Yefouké, ou de Gombelin. Gombelin, c'est l'albinos noir, en fait. Les Yefouké noirs, c'est ça. Il y a des terminologies qui sont consacrées à l'usage. Par exemple, dans la Bible, il y a les petits moutons noirs. Et voilà, l'expression se dit, c'est consacré à l'usage. Ah, c'est toi qui es le petit mouton noir de l'histoire. Quand tu parles de... je disais que voilà, le président Ibé est un artiste. Il a mis son corps là-dedans. Et moi, tout ce que j'ai je ne peux pas dire qu'est-ce que ça veut dire son albinos noir à lui. Et personne n'a une expérience de futur, attendons voir. Les Anglais disent wait and see. Voilà, c'est ça. Ok. Doyen, pour terminer. Le 3 octobre dernier, vous n'étiez pas là. J'avais traité déjà cette question avec la jeune dame qui était là. Ah, Safi. Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai dit le vendredi passé. En fait, l'albinos noir dans l'imaginaire populaire, tu l'as dit le mot et je l'avais dit l'autre jour, c'est quelqu'un qui est invulnérable. Mais ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup de sacrifice d'albinos au moment des élections. Et donc, quand on prend le contraire pour dire vous verrez l'albinos noir, ça veut dire que ceux qui se servent de ces albinos blancs, cette fois-ci, c'est l'albinos noir qui va sortir. Et donc, tout sacrifice que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Quoi qu'il ait dit, ce qu'il veut cacher, c'est que ça a un rapport avec le caractère invulnérable de l'albinos noir qui est dans notre psyché, notre conscience collective. Mais j'avais pensé que ça pouvait être, parce que la dernière fois j'ai dit ça peut être soit une arme décisive, soit le franc CFA, sortir du franc CFA pour qu'on ne puisse plus nous faire des pressions. Parce que tout ce que nous subissons, c'est aussi une part de ne pas sortir du... J'en profite pour dire que on avait mis le ministre des Affaires, le ministre des Finances burkinabé, on lui avait refusé le poste de président du Conseil des ministres de l'UEMOA, mais on a fini par avoir raison. On lui a donné le poste. Tout ça, c'est pour nous dire de ne plus sortir notre albinos noir. Bon, je ne sais pas. Mais je crois que c'est un albinos noir qui commence à sortir sa tête. Ok. Voilà. Donc, sur ce, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions, vous qui avez fait ce déplacement. Vous nous avez aidé à comprendre davantage de cette crise, en tout cas, qu'ils ont voulu créer autour du carburant, jusqu'à l'interprétation de l'expression albinos noir, cette métaphore. Ceci étant, nous saluons également ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission, ceux qui étaient nombreux dans les partages, dans les commentaires. Nous vous remercions pour votre accompagnement de tous les jours et nous espérons vous retrouver les vendredis prochains, même heure, avec sans doute les mêmes experts, mais cette fois-ci, on va essayer de changer de thème. Pour cela, nous comptons bien sûr sur votre compréhension et surtout restez connectés sur Gandhi, Malian TV, sur African TV parce que d'autres programmes vont suivre après. Merci beaucoup.